Être jeune et devenir propriétaire en 2023, est-ce un rêve encore réalisable? On va en parler dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya et PNV. Et évidemment, comme à chaque fois, pour répondre à cette question, je suis bien entouré avec une belle bande d'experts. On va retrouver notre chroniqueuse, notre star de l'immobilier, Evelyne Hillen. Bonjour. Hello. À tes côtés, Anthony Urbain, qui commence à faire son petit trou dans le game du Rendez-vous des Proprios. Liégeois, mais il est à Bruxelles aujourd'hui pour ce tournage. Ça va, pas trop perdu? Ça va super bien. T'aimes bien Bruxelles? Je commence à aimer Bruxelles. Ah, on va le voir plus souvent dans cette émission, je vous le dis. Et puis un petit nouveau, c'est notre invité. Vous le savez, à chaque fois, on a un invité qui représente les personnes qui sont touchées par la question qu'on pose. Monsieur David Teyss, jeune propriétaire, bonjour. Enchanté, bonjour. Jeune propriétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens d'acheter justement ton bien? Dans une semaine. J'y suis, enfin, j'y arrive. Mais c'était un long périple, justement, on va revenir là-dessus. Et toi, tu y es arrivé, tu as 33 ans. Est-ce qu'on est encore jeune à 33 ans? On est super jeune à 33 ans. Puisque c'est la question qu'on se pose, c'est être jeune. On est jeune jusqu'à quel âge, finalement, Evelyne? Ah non, mais 30 ans, c'est parfait pour acheter, hein. C'est top. Regarde-moi, en pleine forme. Quel beau gosse, on va en parler. Donc n'hésitez pas aussi à réagir en commentaire, à poser toutes vos questions. Même si vous regardez cette émission dans un mois, dans un an, on a toujours l'œil sur ce qui se passe sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une question qui fait débat, qui revient très souvent dans l'actualité. L'accès à la propriété pour les jeunes. Pourquoi cette question fait tant débat, Anthony? Parce que concrètement, c'est plus compliqué qu'avant, mais pas impossible du tout. Déjà bien une petite note d'espoir pour démarrer cette belle émission. Evelyne, toi, tu es très critique et quand tu le peux, tu n'hésites pas à envoyer un petit message aux hommes politiques. Donc, tu es dans quel état d'esprit par rapport à cette question-là? J'allais justement dire que tout est possible. Le sismo, comme on dit en Flandre. Tout est possible. Oui, c'est plus compliqué, mais justement, si c'est plus compliqué, ça l'est pour tout le monde. Donc, vous avez toutes vos chances si vous nous écoutez. On va vous partager énormément de bons plans, notamment pour avoir cet apport propre qui est souvent ce frein pour acheter ce premier bien. David, toi qui l'as réalisé finalement ce pas de devenir propriétaire, est-ce que c'était difficile ou pas, sans rentrer dans les détails à ce stade-ci? C'était compliqué? Mitigé, ça dépend. À quel niveau, par exemple? Il y a des choses, effectivement, le juridique, tout ça, comprendre un peu toute la mécanique, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut comprendre. C'est pas évident, il faut prendre le temps pour. Le reste, il y a des choses... La recherche d'un bien, par exemple, La recherche, compliqué. moi, je savais très bien ce que je cherchais. Donc, ça a été compliqué, d'une part, de trouver, mais pas compliqué de savoir, en tout cas, ce que je voulais. Donc, voilà. Et ça peut être un problème, déjà, pour certaines personnes. On a posé le constat. Il y a une note d'espoir. Maintenant, il faut qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Anthony, toi, tu es monsieur chiffre dans cette émission. Parlons d'apport propre. Souvent, c'est ça la barrière. Je l'ai dit, on parle de combien? On parle souvent maintenant de 20% qu'il faut mettre sur la table. C'est vrai, c'est un bon chiffre, je me trompe? Ouais, c'est pas tellement... ça va dépendre de si tu achètes pour louer ou si tu achètes pour toi. Mais effectivement, ce que je trouve important de rappeler, c'est ce qu'on appelle la quotité. Donc, je sais bien que on essaie de vulgariser un maximum. C'est important. Monsieur Dictionnaire est de retour. La quotité, en une phrase. Vends-nous du rêve. La quotité, c'est simplement, si tu veux, le montant que tu vas mettre en garantie par rapport à ce que tu vas emprunter. Donc, en résumé, pour te donner effectivement pour Monsieur Dictionnaire et Monsieur Chiffre, imagine que tu vas acheter un bien, par exemple, à 100 000 euros. Tu devrais normalement mettre les frais notaires. Donc, tu vas tourner aux alentours de peut-être 15 000 euros, on va dire, pour faire large. 15%. Voilà. Donc, et puis, alors, à côté de ça, tu dois mettre justement les 10% d'apport. Donc, encore 10% plus. Ce qui te fait que pour un appartement à 100 000 euros, techniquement, donc ça, c'est la règle de base, tu devrais mettre les 15 000 plus encore 10 000 euros. Mais il y a des moyens de contourner ça. Ah, et tu vas nous partager ces bons plans dans cette émission. Oui. Les gens nous écoutent pour ça, nous regardent pour ça sur YouTube. Et tu as des bons plans? Il y a des moyens de faire baisser ces fameux 20% qui font peur? En fait, si tu veux, c'est l'avantage. Donc, contrairement à l'émission qu'on a fait justement, où on est plutôt au deuxième, troisième bien, etc. Ici, ce qui est chouette, c'est que l'État a quand même mis certains mécanismes, ou encore laissé certains mécanismes qui te permettent de financer des fois donc, les 10%, mais aussi des fois les frais de notaire. Evelyne, toi, sur le terrain, tu rencontres beaucoup de jeunes, de couples qui veulent devenir propriétaires. C'est compliqué? Oui, c'est compliqué parce que là, Anthony prend un exemple à 100 000 euros, mais moi, Anthony, à 100 000 euros, je n'ai plus rien à vendre en région bruxelloise, même pas une niche. Donc, ce qui est difficile, c'est que si tu veux acheter à Bruxelles, il te faut presque 100 000 de cash pour acheter. Les pourcentages, c'est super intéressant, mais à un moment, quand on rentre dans les euros sonnants et trébuchants, ça fait froid dans le dos. Et toi qui discutes parfois avec les banques aussi, qui accompagnent tes clients, Anthony, toi qui es clairement connecté
s'intéresser aux banques. La banque est un ami ou un ennemi finalement dans cette histoire? Parce qu'on entend beaucoup de choses dans les médias, comme quoi les banques font pas d'efforts, comme quoi les banques deviennent de plus en plus difficiles. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Oui, c'est une réalité. C'est pour ça que moi, vraiment, j'incite chaque futur acheteur à aller voir des courtiers. C'est beaucoup plus souple. Toi, tu as contacté les banques. Tu en as vu combien des banques? On a vu 6-7, plus ou moins. Pourquoi tu en as vu 6-7? Pour négocier le taux? Entre autres, je pense aussi que la banque, au stade, moi c'était mon premier achat en tout cas, joue un rôle de professeur un petit peu aussi. En tout cas, je me suis tourné en tout cas vers celui qui a été le meilleur prof, je vais pas le cacher, parce que un banquier, moi je sais que c'est important d'avoir un bon banquier aussi dans ce genre d'affaires. Et celui qui a pris le temps d'un peu m'expliquer ce que je comprenais pas, c'est-à-dire beaucoup de choses, a eu un peu mon... Voilà. T'as pas fait le choix du meilleur taux, tu as fait le choix finalement d'un bon taux, mais aussi il d'un était bon quand même. Finalement dans ton aventure. Mon taux était bon, il était bon par rapport au marché en tout cas. Au moment où je l'ai eu, il était bon. Maintenant, il y avait un peu meilleur, mais le service derrière était nul. C'est un bon réflexe que David a eu, Anthony. C'est un super bon réflexe, et pour compléter en plus ce qu'il dit, le fait d'aller que le banquier joue ce rôle de professeur, le fait de par exemple écouter des émissions comme celle-ci, c'est super important parce que tu vas arriver devant ton banquier avec des connaissances entre guillemets qui sont déjà bien fournies, si je peux dire ça, et donc du coup ça va permettre au banquier justement de passer tout ce côté, je veux dire, éducation, et de pouvoir se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire financer ton bien en fait. Il y a beaucoup de banques, il y a des banques belges, aussi des banques étrangères. Evelyne, quand on dit qu'il faut mettre 20% d'apport propre, est-ce que ce taux il est identique pour toutes les banques, ou il y a des banques qui sont moins dures que d'autres, moins exigeantes que d'autres? Là, je vais peut-être laisser la parole à Anthony, parce que sur les règles bancaires, mais moi, ce que j'avais envie de dire et rebondir sur ce que tu disais avant de te laisser la parole, c'est que en fait, je vois que beaucoup de banquiers ne sont pas proactifs, ne sont pas profs, comme tu le disais. Ils ne vont pas te parler spontanément du crédit bullet, du fait que tu peux avoir une franchise si tu fais des travaux. Enfin, toutes ces choses qui sont super intéressantes, ils ne t'en parlent pas. Et celui qui t'en parle, tu dois te dire que là, tu as le bon prof. On va parler des mécanismes avec toi dans un instant, mais par rapport finalement aux banques, est-ce que les banques suivent la même ligne, ou alors il y a des banques plus flex que d'autres? Alors, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il faut différencier effectivement deux intermédiaires. Donc, tu as effectivement les banquiers et tu as les courtiers. Alors, c'est deux métiers complètement différents. Un banquier, effectivement, tu dis, Evelyne, oui, mais on va peut-être pas te parler de crédit bullet, etc. C'est normal, parce qu'en fait, certaines banques ne le pratiquent pas, ou certaines banques ne pratiquent pas certains mécanismes. Alors, il faut pas en vouloir au banquier. Un banquier, il va te proposer les produits de sa banque et ce qu'il a dans sa poche, entre guillemets, il va dire, écoute, voilà ce que je peux te proposer. Si tu ne rentres pas dans ces critères-là, reviens quand tu rentreras dans les critères. Un courtier va plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire que voilà ta situation, moi je travaille avec plusieurs organismes, écoute, on va essayer de te mettre là, en fonction de ce que tu fais. Et effectivement, là, il y a des différences de mécanismes que que les courtiers peuvent mettre en place, quoi. Oui, mais un vrai pro, c'est celui qui va te dire, là, je ne sais pas répondre à ta demande, mais il y a d'autres solutions. Désolé, tu es encore fort gentil avec tes concurrents banquiers. Moi, je suis beaucoup moins sympathique avec eux parce que je trouve qu'ils sont trop rigides. Et chez les courtiers, c'est beaucoup plus flexible. Il y a beaucoup de solutions et ils n'en parlent pas. C'est vrai que nous, qui n'y connaissons pas grand-chose, on s'imagine le crédit hypothécaire classique. On attend d'avoir ces fameux 20%. Quand on les a en toc à la porte d'une banque, on se dit c'est bon, on peut investir. David, toi, tu as rencontré 6 à 7 banques. Est-ce que justement, alors tu as parlé d'une banque qui était un peu plus prof que d'autres. Est-ce que tu t'es senti bien conseillé? Est-ce qu'ils t'ont évoqué tous ces différents mécanismes où tout le monde a été sur la même chose et on t'a donné un taux et ça s'est arrêté là? Non, justement, il y a les banques à qui tu arrives avec une demande. Tu as écrit ton beau petit mail avec tous les détails parce que tu es hyper consciencieux. Il y en a qui te répondent juste avec une offre PDF de 2 pages avec le prix, le truc, le taux, basta. Et tu en as d'autres qui directement, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous en visioconférence, racontez-moi votre histoire. Ils ont besoin de garanties. Et ceux qui s'attachent à l'humain, moi je me tourne vers eux. Parce que ceux où je vais être un numéro, je sais que pour la suite derrière, ça va être un bordel. C'est beau ce que tu dis. Et juste pour rebondir par rapport aussi aux assureurs, aux courtiers. Au courtier, pour moi, j'y avais pensé, mais je trouvais que c'était un intermédiaire supplémentaire, en fait. Vu que c'est un peu comme un agent immobilier pour moi. C'est un intermédiaire qui vient dans la vente et qui, logiquement, prend son pourcentage. Mais, si on sait se débrouiller soi-même, faire le tour des banques soi-même et venir négocier soi-même, pas forcément besoin. Si on n'a pas le temps, pas l'envie, etc., c'est vrai que le courtier est une bonne... c'est intéressant, tiens, ça. Peut-être un débat. Attends le retour de seconde d'Evelyne qui voulait réagir. Oui, ou peut-être les courtiers sont surtout super pour les profils qui sont plus compliqués. Tu avais peut-être un top profil. Anthony. Non, donc c'est répondre à David. D'abord à David. Ouais. Ok. À David, en gros, ce qui est marrant, c'est que du coup, pour toi, un banquier, puisqu'on peut se dire les choses, un banquier, pour toi, il prend pas de commission? Si. Ah, et le courtier? Mais le courtier va vers une banque où il y a un mec qui prend aussi sa commission. C'est juste ça, en fait. Il y en a une double. Non.
Ok, ben voilà. Voilà, on a pris des choses. Cette émission sert à ça aussi, à casser un peu les idées reçues. De voilà, une bonne chose encore dans cette émission. Evelyne, oui, en général, le taux est plus élevé chez un courtier, mais moi, comme je dis à mes clients, on s'en fout du taux. À un moment, il faut juste acquérir le bien. Oui, c'est ça. En fait, tout dépend. Là où je suis d'accord avec toi, Evelyne, pour rebondir là-dessus, c'est que je pense que quand quelqu'un qui a vraiment super bon profil, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand il va dans une banque, il aura effectivement un meilleur taux. En général, c'est ça. Quand il va vers un courtier, il va avoir, je pense, plus de solutions de manière générale. Et effectivement, tu vas avoir aussi ce côté. C'est un candidat, quand un candidat a besoin justement d'un. Il a un profil spécifique et il a besoin d'un soutien un peu plus pointu par rapport à sa demande de prêt. Mais pas forcément spécifique. Peut-être quelqu'un qui va chercher justement d'autres solutions. Oui, on fera un épisode sur finalement le métier de courtier dans un hors-série. David, encore 2 secondes, puisque tu parles de ces banques. Les gens nous écoutent parce qu'on est très concret dans les émissions du Rendez-vous des Proprios. Tu dis, si cette banque, il y en a une qui m'a bien reçu, donne des noms, quoi. Donne des noms. Avec grand plaisir. Mais vas-y, c'est la chance. On est sur YouTube et cette indépendance qu'on a avec le Rendez-vous des Proprios, il faut qu'on l'exploite. La même couleur. Ah, ING. Ah bah voilà. Alors ING, voilà. J'ai eu le même contact avec BNP aussi. Là, c'était vraiment une question de taux. À partir du moment où un banquier de chez BNP me dit, avec qui j'ai un très bon contact, me dit, je pourrais vraiment pas faire mieux, ils sont trop forts là. Voilà. Evelyne, toi, si tu devais mettre peut-être à l'honneur une banque, est-ce qu'il y a une banque qui est plus proche des propriétaires En tout cas, il y a une banque qui est vraiment super, mais avec certains types de profils, c'est KBC. Tout ce qui est profession libérale et médecins, là, j'ai un truc à dire. Ils sont vraiment top. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Si je peux nuancer, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir un oui, des super taux à un moment dans une banque, et puis 3 mois plus tard, tu vas conseiller cette fameuse banque Orange ING. Les auditeurs vont chez ING, ils risquent d'être déçus parce que les critères changent ou parce qu'ils ont déjà donné des quotas. Ils ont des quotas annuels et donc peut-être que dans 6 mois, ils auront fini. Ouais, donc ça change. Donc il faut quand même rester ouvert et regarder la concurrence. Par rapport à KBC, rapidement. Mais juste par rapport à KBC, en fait, ils ont un processus qui est d'abord digitalisé, qui est fermé. Donc tu ne vas pas avoir un agent, un banquier directement en contact. Donc c'est assez bien fait parce que tu as une réponse avec une offre digitalisée directement dans les 5 minutes par rapport à un formulaire que tu complètes. Mais voilà, tu n'as pas un contact direct. Et ça t'a manqué dans le process directement, bien sûr. Question peut-être bête, hein, les amis, mais voilà, je vais pas tous les jours à la banque pour acheter des biens. Dans le monde télécom, parfois on tombe sur une personne qui nous dit un truc, on tombe sur une autre personne une semaine plus tard chez le même opérateur qui dit autre chose. Est-ce que dans le monde bancaire, on peut aussi avoir ça, tomber sur un banquier finalement qui est peut-être pas au top, qui a peut-être pas eu la bonne formation, et puis on en a un autre qui dit tout le contraire ou qui donne un meilleur taux. Est-ce que on peut aussi challenger dans une même banque, aller dans 2 agences différentes sur Bruxelles et avoir des retours différents mais dans une même banque? Anthony? Clairement, quand tu vas, c'est un peu la même chose que les agents immobiliers, c'est des banquiers, il y en a des bons, il y en a des moins bons, des courtiers, il y en a des bons, il y en a des moins bons. À toi de voir, entre guillemets, ce que la personne raconte. Et effectivement, ce qui est compliqué, c'est quand tu n'es pas éduqué financièrement, si je peux dire ça, c'est compliqué de comparer, entre guillemets, les sons de cloche. Donc le bon réflexe à avoir, Evelyne, si tu devais résumer pour qu'on continue à avancer dans cette émission, le bon réflexe à avoir vis-à-vis des banques, est-ce qu'il faut aller en voir 3, 10, 15 ? Il faut faire quoi ? Il faut en voir 3, à mon avis, ça suffit. Les sélectionner déjà au téléphone. Tu appelles, tu essaies d'avoir un rendez-vous. Tu vois comment tu es reçu, ça fait déjà beaucoup. Et surtout, tu n'as pas peur d'éliminer et de passer au suivant. Juste 2 secondes, petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez l'expérience pour pouvoir répondre à cette question. Les banques étrangères, moi j'ai eu écho, j'ai entendu des gens qui finalement ont eu des portes fermées du côté des banques belges, et une banque, par exemple marocaine, notamment, pour pas la citer, avait plus de possibilités. Est-ce que c'est aussi peut-être un réflexe à avoir d'aller solliciter d'autres banques qui sont implantées en Belgique, hein. Pour les clients marocains du Midi, il y a une banque. Pour les clients marocains, oui, c'est tout un autre système. C'était pas un client marocain, justement. C'était un Belge qui avait eu écho via un ami et qui est allé là et qui a été reçu et qui a eu de meilleurs taux et de meilleures conditions que dans une banque traditionnelle, classique en Belgique, ING, Belfus ou autre. Pas d'expérience à partager à ce niveau-là? Non. On reste sur mon anecdote. Moi, juste une chose à dire peut-être, c'est qu'il faut voir sur le temps. Parce que bon, après, c'est 20, 25, 30 ans. Ouais. Est-ce que cette banque-là, d'ici 20 ans, on la connaît moins, on la connaît pas. Un Belfus, un ING, on les connaît, on sait qu'ils seront toujours là, en principe. Mais voilà, c'est peut-être une garantie supplémentaire qu'on peut avoir sur le papier à la base. En tout cas, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, à mettre en commentaire si vous avez vécu une expérience avec une banque belge ou une banque étrangère, à la partager en commentaire. Et puis, les futurs propriétaires iront faire leur tri. Et puis, nous aussi, on fera peut-être un jour un article ou un post en story, puisqu'on partage beaucoup de contenu aussi en story quotidiennement sur les réseaux sociaux du Rendez-vous des Proprios. Pourquoi pas faire un top 3 finalement de vos commentaires? On fait un petit sondage sur les meilleures banques belges dans l'immobilier. On en a cité déjà pas mal quand même.
hein, dans cette émission. On continue, on avance, on reste encore sur finalement cet apport propre. Et là, je suis obligé de me tourner vers toi, vers Monsieur Chiffre. On parle de 20%, on a peur. Mais toi, tu dis, mais non, il y a des mécanismes pour faire chuter ce chiffre de 20%. C'est pas tellement, en fait, c'est pas des mécanismes, ce sont juste des choses qu'il faut savoir. Donc, notamment, donc je parlais de pourcentage tout à l'heure, il faut savoir que le crédit à 100% existe toujours. Donc, le crédit où tu dois juste amener les frais de notaire, c'est-à-dire comme il n'y a pas longtemps, en fait, ça existe toujours. C'est juste que tu dois avoir un certain profil pour pouvoir rentrer dans ces critères-là, si je peux dire ça, mais ça existe toujours. Donc ça, déjà, première chose, renseignez-vous, faites un peu le tour, parce que ça se fait toujours. Peut-être que vous ne rentrerez pas dans ces clous-là, mais en tout cas, ça fonctionne. On va s'intéresser au profil dans un instant, justement. Oui, mais c'est ça, en fait, la question des profils, parce que la majorité des gens, hélas, ne tombent pas dans ce beau profil et donc n'ont pas accès à ce 100%. C'est là où c'est difficile, parce que si tu as un beau profil, à la limite, tu n'écoutes même pas l'émission, tu as déjà acheté. Mais comment font les gens qui gagnent 1700 net par mois ou qui doivent acheter seuls, tout simplement? Anthony, pour un premier investissement, est-ce qu'il y a des crédits particuliers? Est-ce qu'il y a des questions à poser quand on va toquer à la porte de son banquier pour éviter de tomber dans le process classique dans lequel généralement les banques nous mènent? Est-ce qu'il y a des techniques, des leviers particuliers qu'on peut activer pour contourner certaines choses? Oui, mais alors voilà, de nouveau, peut-être pas dans les banques, ou peut-être que si, ça dépend effectivement les contacts que tu as chez eux. Donc effectivement, il y a ce crédit à 100% qui est toujours faisable. Deuxième chose, je l'ai déjà expliqué dans une autre émission, mais si tu as, éventuellement il faut l'avoir, mais avoir quelqu'un qui peut mettre un bien en garantie, donc dire ok, voilà, mes parents, mon frère, ma soeur, peu importe, a un bien qu'on peut mettre en garantie. Et ce bien n'a pas besoin d'être forcément payé. Donc, un bien derrière, et dire, OK, je le mets en garantie, on peut financer à ce moment-là les 10%, même encore les frais de notaire. Donc, l'apport ne doit pas être uniquement en cash, on peut aussi apporter un bien. On peut apporter une voiture de collection, par exemple, aussi? Ne ris pas. On a le plus extravagant qu'on a eu, nous, qu'on a réussi à financer comme ça, c'était une collection de guitares. Ok, donc ça pourrait même être un tableau qui a une grande valeur. Ouais, c'est déjà arrivé. Je vais aller checker mon grenier. Je crois que j'ai l'une ou l'autre statuette Dragon Ball qui a un peu de valeur. Je vais essayer de la mettre en garantie. Et alors, Anthony, tu peux peut-être nous le confirmer. Moi, j'entendais de la part de clients que certaines banques demandent 6 mois à 1 an de mensualité bloquée sur un compte. Est-ce que ça, tu le rends compte également? Ce qui permet de rassurer la banque, parce que le risque pour la banque est au début. Donc, ok pour un crédit à 100%, mais alors tu mets directement 6 mois ou 1 an de mensualité. Oui. Écoute, c'est déjà arrivé parce qu'en fait, quand tu réfléchis, c'est comme si tu... Mais après, je ne sais pas si c'est vraiment intelligent ou pas, parce qu'au final, quand tu mets 6 mois, 1 an sur le compte, il y a des intérêts. Autant les mettre. Tu vois ce que je veux dire? Mais si c'était l'argent de tes parents qui te prêtent pour l'équivalent d'un an de c'est ce qu'on appelle rentabilité. Ça, c'est ce qu'on appelle un nantissement. Donc voilà, on peut par exemple mettre un bien en garantie, ou alors on peut dire, ok, je mets du cash en garantie. Et l'avantage de ça, c'est que quelques mois, années plus tard, ça dépend un peu comment tu fais ça, tu peux récupérer ce cash une fois que la bonne quotité, je le répète, est atteinte. Il y a un autre mot que tu viens de partager là qui était particulier. Oui, c'est un nantissement. Un nantissement. Ok, on va mettre la définition. Voilà, on fait appel à l'équipe qui s'occupe des réseaux sociaux du rendez-vous des proprios. Mettez en commentaire la définition de ce mot incroyable. Ou téléphonez-moi. Voilà, ou téléphonez à Anthony Urbain. Tu me sens, je t'explique. Ouais, Evelyne, vous aurez la définition. On continue à avancer. Intéressons-nous au profil, parce que c'est aussi, il y a des légendes autour du gars qui est célibataire, qui a un bon contrat, mais comme il est célibataire, qu'il vit seul, il va avoir plus de difficultés. On parle aussi des fameux couples où l'un est au chômage, où l'un a un salaire plutôt précaire, c'est compliqué. Quels sont finalement les bons profils de base? Dans les bons profils, en fait, si tu veux, les banques, elles regardent plusieurs critères. Donc, tu as la quotité, ça je l'ai expliqué. Ouais. Tu as ce qu'on appelle le taux d'endettement. Le taux d'endettement, si tu veux, c'est un peu la même chose. C'est si tu veux, le pourcentage de crédit que tu as par rapport à ce que tu gagnes. Et ça, si ce taux est trop élevé, forcément, la banque va pas te prêter. Logique, tu gagnes 1 800 €, tu dis je veux faire un crédit à 1 000 €, il te reste que 800 € pour vivre, c'est chaud. Ok, mais donne quelques chiffres. À partir de quel montant tu peux être recevable et reçu comme un dieu dans une banque? Écoute, dans le monde des bisounours, donc c'est-à-dire vraiment dans l'idéal... On aime les bisounours. On aime j'adore les bisounours aussi. Tu dois avoir un taux d'endettement de 40%. C'est-à-dire qu'en gros, tes crédits ne doivent pas représenter plus de 40% de ce que tu gagnes, si tu veux. Et c'est là où c'est super important aussi, par exemple, de part d'autres crédits, tu vois. Si tu as un crédit voiture ou quoi, ça rentre tout ça dans ces crédits, que c'est un peu... Essaye de parler un peu en salaire net, parce que voilà, les gens nous écoutent, ils ont besoin de salaire plutôt que des pourcentages. 1800, 2000 €, 2500 €, 3000. À partir de quand on peut se dire, tiens, j'ai un salaire suffisamment élevé que pour finalement devenir propriétaire? C'est pas une question de salaire, vraiment. C'est une question imagine, je vais te donner des chiffres, tu gagnes 2000 €, tu peux aller, je vais dire, jusqu'à... 900 000 € que tu peux emprunter par mois. Pourquoi? Parce que ton taux d'endettement, ça représente 50%. 900 000 €, ça donne un bien à combien au final?
Un appartement. Un appart, ouais, plutôt. ça dépend si t'es à Bruxelles ou à Oui, Liège. voilà. Mais- Donnons des Ouais, exemples c'est vrai, concrets. c'est Bah, vrai. allez, Voilà. compte qu'une mensualité aux alentours de 1 000 € aujourd'hui, t'es à 200 000 €. Et 200 000 €, on peut avoir Même un plus. appartement mignon, mais pas à Bruxelles. Voilà. Si, mais tu dois le rénover complètement. Ouais, mais du coup, il va te coûter plus. C'est chiant. Prenons le profil d'un couple. Un jeune couple, puisqu'on parle justement à l'accès à la propriété, de l'accès à la propriété pour les jeunes. Un jeune couple, tous les deux ont un CDI. J'ai bien compris qu'il y avait cette question du taux d'endettement, etc. Mais si dans le couple, il y a quelqu'un, par exemple, qui est au chômage, est-ce qu'il vaut mieux toquer à la porte en disant « je suis célibataire » parce que le chômage peut faire peur, ou justement, malgré tout, le chômage aussi est pris en considération dans les revenus, Alors, dans le calcul. Le chômage est pris en considération dans le calcul. Ok. Ouais. Ils vont te prendre peut-être un chômage minimum, donc peut-être pas le chômage que tu as vraiment sur ton Ok. compte, mais c'est toujours mieux que rien. Bon, je pousse ce truc vraiment loin. Je suis au CPS. Même Ouais. chose. Même Ouais. chose aussi, c'est Même aussi chose. un revenu qu'on Mais peut. c'est juste que qui est ça pris en impacte considération. l'image en fait. Ok. Auprès de ton banquier, Ouais. bon, t'arrives, tu dis je suis au CPS ou ma femme est au Mhm. CPS. À mon avis, t'es pas reçu de la même manière. Voilà. C'est là que la différence est. Sorry, mais moi c'est. Non, mais on va relever le C'est niveau. Alors, Je parlons- sens que c'est comme ça. Parlons maintenant des indépendants. On parle beaucoup de ces indépendants. Il y a beaucoup d'idées reçues autour de légendes. Hein. L'indépendant est riche, il y a de l'argent, mais c'est compliqué visiblement pour eux. D'après les retours que j'ai dans les banques, c'est compliqué, Evelyne. Oui, c'est à croire que je pense même que le CPS est mieux vu pour un banquier parce qu'en Ouais. fait, lui raisonne en termes de risque. Et il Que est sûr moi, d'avoir, C'est stable, c'est Ouais. stable. Moi qui suis indépendante et spécialisée en immobilier, je suis un super mauvais profil bancaire, ce qui est complètement fou, mais c'est ainsi. Indépendant, ça c'est vraiment... Ou alors il faut avoir des sociétés avec des gros chiffres. Voilà, c'est ça. Par rapport aux indépendants aux sociétés, Anthony, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Il y a quelque chose que tu peux évoquer ? Ouais, il y a plusieurs choses. La première, c'est que, de un, les indépendants aussi, ils ont des mécanismes que les particuliers n'ont pas. Je vais pas m'étendre sur le sujet aujourd'hui, mais il y a des choses que tu peux débloquer plus facilement, notamment voilà, des fonds que tu peux débloquer plus facilement. J'expliquerai ça peut-être un autre jour. Et deuxième chose, effectivement, en indépendant, on va analyser en fait ces chiffres. Et ce qui peut être embêtant, c'est que un indépendant, en général, on regarde ces 2 derniers avertissements extraits drôles. En gros, les deux dernières années de revenus, si tu veux. Ok, donc tu as démarré il y a 1 an, tu as un bon bilan. Merci, au revoir. C'est compliqué. Ou alors pas- tu épouses une employée, CDI. Ouais, oui, Non, mais ça. c'est le meilleur profil. Toi, David, on peut en parler, puisque toi, tu es justement Indépendant. indépendant, tu as une société, tu as une SRL, donc tu n'es pas en personne physique. Et Mhm. toi, comment tu as été reçu ? Est-ce que tu as senti le jugement ? Tu as senti que tu as dû donner plus que potentiellement peut-être un employé qui avait un CDI ? Il y a plusieurs choses. Je pense déjà que je suis un profil plus atypique. Un employé, c'est très simple, je pense, pour un banquier. Il regarde ses fiches de salaire. Voilà, c'est un CDI, CDD. Il sait quoi ? Moi, il y a plusieurs sociétés. Il y a des revenus fixes qui sont des rémunérations de dirigeants d'entreprise. Après, il y a des droits d'auteur. Après, il y a des bazars. Il y a des dividendes. Et je crois que tous les banquiers déjà sont pas aware en fait de tout ça. Ouais, et donc j'ai eu des banquiers qui ont eu peur en disant mais je vois que vous gagnez que autant, mais ils regardent que mon salaire, ma rémunération classique. Ils regardent pas tout le reste. Et il y en a qui ont très bien compris tout de suite. Ils m'ont dit oui ok bah voilà. Et c'est vrai que toi, le réflexe que tu as eu finalement, c'est de ne pas t'arrêter à un refus ou à un mail un peu moyen. Non. Tu as été jusqu'au bout pour essayer de vulgariser, pour expliquer, mais écoutez, laissez-moi vous expliquer finalement. Et c'est pour ça que je voulais un Bon. contact direct Ok, d'ailleurs. ouais. Tu vois. Et finalement, après avoir expliqué, ça a fonctionné. Super. L'ensemble de tes revenus ont été pris en considération. Et c'est justement dans le cas de KBC, ce qui est dommage, je vous le dis les gars, KBC, c'est qu'ils ne prévoient pas mon profil en fait. Donc D'accord. quand moi je dois compléter et qu'ils me font leur estimation avec leur taux qu'ils me remettent, qui est bloqué, donc je suis un peu bloqué à cette étape-là après, parce que j'essaie d'avoir quelqu'un au téléphone, c'est impossible, ben voilà, j'ai pas pu rentrer tous mes revenus en fait. Moi, ce que je conseille également aux indépendants, soit tu as la personne, mais tu peux aussi faire un rapport. Alors oui, carrément un rapport de présentation, parce que c'est vrai qu'il y a les chiffres, mais il y a aussi peut-être ton niveau de formation, ce que tu as fait, ton expérience, comme un CV. J'avais été une formation sur comment parler à son banquier. Moi, je le fais à chaque fois et ça aide. Si le banquier est ouvert à ce genre de choses, il faut vraiment faire un dossier. Vas-y, David. Excuse-moi, tu parlais des extraits drôles aussi. Il y a un retard par rapport à la réalité, du coup, que tu n'as pas avec un salarié. Okay. Et moi, ça a été mon cas, c'est qu'il y a eu des plus mauvaises années parce que je faisais un investissement sur une nouvelle société, par exemple, etc. Si je ne peux pas l'expliquer en direct, c'est un peu compliqué. Mais donc la bonne nouvelle, ce que je retiens, c'est qu'on peut encore aujourd'hui expliquer, parce qu'on dit souvent que les banques se digitalisent, qu'on n'a plus de contacts, que ça se décide au-dessus, que le banquier, finalement, dans sa petite agence locale, n'a plus trop de pouvoir, parce qu'il ne peut que remplir des cases et attendre la réponse de la centrale. On peut encore faire du cas par cas, finalement, dans le monde bancaire. Ouais, c'est ça ce qui est important, Okay, c'est que c'est rassurant. ton banquier reste, ou ton intermédiaire, peu importe, ton courtier reste en fait justement l'intermédiaire entre toi et le siège, si je peux dire ça, de la banque. Et c'est lui justement qui doit t'écouter, qui doit faire attention
attention qu'il doit pour justement présenter le dossier au mieux. Et au mieux le présente, au plus ça va passer. S'il est convaincu, ça ira. Il va défendre ton dossier. En fait, c'est ça qu'il faut voir. Il faut percevoir est-ce qu'il y croit ou est-ce qu'il n'y croit pas. Est-ce qu'il est épaté par ton dossier. David, toi, tu as utilisé un levier intéressant puisque tu es dans le service. Tu pouvais avoir un bureau finalement dans ton habitation et ça a joué aussi puisque ça a rassuré aussi finalement le banquier de se dire qu'une partie du loyer allait être pris en charge par la société qui elle était complètement saine. Une partie de la mensualité, Oui, c'est ça. la mensualité Pardon, bancaire, c'est ça, tout à fait. Et moi c'est l'équivalent de un quart de la maison, on va dire, enfin c'est tout le rez-de-chaussée en fait, que je peux justifier comme commercial, professionnel. Donc ta mensualité était de combien ? Était de 2300 €. 2300 €. Ce qui peut faire peur quand même. Ce qui peut faire peur. J'avais pas prévu ça à la base, mais je suis arrivé en période Covid. Et pour rassurer, tu as pu dire, voilà, ma société va prendre donc un quart, c'est ça ? Un gros quart, presque un tiers, ouais, c'est ça. Qui diminue donc la mensualité. C'est ça. Et donc là, dans le calcul... Elle la diminue pas en tout cas, mais elle me permet en tout cas oui. de l'amortir plus facilement, ouais, c'est ça. Ben, c'est bien, c'est pas mal. On a déjà donné pas mal de bons insights, de bonnes informations, de bons réflexes. On vous le rappelle, posez des questions en commentaire parce qu'on est pris par le temps. On aimerait aborder plein de sujets justement par rapport à cette question-là. Moi, ce que je retiens quand même là, c'est qu'il y a de l'espoir. Ouais. Et c'est vrai, quand on en parle finalement, quand on parle avec des hommes politiques, et on va quand même y revenir 2 secondes, Evelyne, parce que je sais que c'est ton dada. Si tu passes pas un petit mot à nos politiciens, t'es pas bien, et puis tu m'appelles Davy, j'ai raté mon émission. Mais que pourrait faire, justement, avec votre expérience du terrain, quels sont les conseils que vous pourriez donner, par exemple, aux hommes politiques pour peut-être aider et faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes qui deviennent propriétaires? Faciliter l'accès au crédit. Pour moi, ça, c'est vraiment la clé pour les jeunes, surtout pour la première habitation. Pour ta propre habitation, on ne fait même pas de la spéculation. Soyons concrets, ça veut dire quoi, faciliter l'accès au crédit? Avoir des quotités plus larges, moins strictes, et peut-être voir travailler sur les taux. Je ne sais pas ce qui est possible, mais permettre aux jeunes d'acheter sans avoir des parents millionnaires. Ouais, non, c'est ce qui est. C'est un bon conseil. Maintenant, voilà, effectivement, c'est plus compliqué que ça parce que derrière, c'est pas tellement les politiques, c'est les banques qui ont des notions de solvabilité, voilà, sans vouloir rentrer dans le détail et le donner un cours d'économie. Donc, c'est pas toujours les politiques, malheureusement, qui ont la main mise là-dessus. David, allez, toi, en tant que jeune propriétaire, si tu avais un message à faire passer aux politiques ou même aux banques, finalement. Mais le taux, franchement, c'est que le taux, c'est la chose la plus importante. Elle a beaucoup fluctué à la période où moi j'ai cherché, donc j'ai pas eu le meilleur taux historiquement. J'avais trouvé une autre maison moins d'1 an avant, où le projet, comme je l'expliquais hors caméra, s'est vautré. Mon taux était 2 fois moins en fait. Donc le taux, c'est quelque chose d'important en fait. Une de tes difficultés à toi, c'était aussi la recherche d'informations. Tu t'es rendu compte très très vite que finalement les contrats, tu devais finalement les lire, les comprendre, et que à 30 ans, à 33 ans même, t'en arrives à finalement être c'est relou. Perdu quoi. C'est relou. C'est vrai que toute la paperasse, c'est l'aspect relou, c'est l'aspect où l'agent immobilier d'ailleurs est intéressant, j'imagine. Parce qu'il nous a aidés, donc l'agent immobilier qui gérait le bien qu'on a acheté nous a les premières étapes pas mal facilitées. Donc un message pour les banquiers ou les politiciens, c'est de vulgariser, de simplifier finalement tout l'aspect administratif aussi. Ouais. Moi, je voudrais rajouter aussi peut-être le rêve est possible, c'est faisable, mais il faut peut-être revoir ses critères. La maison 4 façades, le grand appartement, non, de par les taux qui sont ce qu'ils sont, de par le fait qu'on doit apporter des fonds propres importants. Pas ici, en tout cas. Et aussi le fait que les banques imposent aussi des budgets de rénovation très importants pour la rénovation. Il faut peut-être revoir ces critères. Le rêve est accessible, mais il faudra peut-être acheter plus petit, revendre et puis l'atteindre en un peu plus d'années. D'autres conseils pour les jeunes rapidement. Enfin, dernier tour de table, puis on va devoir clôturer. Là, on a un bon conseil, revoir ses critères peut-être parfois. On a un rêve, mais peut-être passer par un plus petit rêve avant d'atteindre celui qu'on a en tête depuis des années. C'est peut-être un bon réflexe à avoir. D'autres bons réflexes pour les jeunes. Yes, je vais juste rajouter deux choses qu'on n'a pas parlé et qui sont pour moi super importants. On parle beaucoup de taux ici. Pour moi, le taux, c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est ça qui détermine ta mensualité. Mais il faut pas oublier qu'un crédit, il n'y a pas que le taux. Tu as ton assurance sol restendu, tu as ton assurance incendie, etc. C'est important de comparer plutôt une globalité. Parce que ce qui est important, c'est de voir ce qui sort de ton compte et ce qui rentre. Pas forcément le taux. Donc, si d'un côté, tu as par exemple un taux de, je sais pas moi, 3,50 et de l'autre, tu as un taux de 3,40, ah génial, je vais vers le taux de 3,40. Ok, sauf que l'assurance incendie, elle te coûte plus cher. Ouais, et la sol restendu. Je parlais pas de ça, je parlais pas pour les politiques. Non, tu as raison. Mais voilà, donc voilà, je trouve que c'est super important quand on fait une étude. Et aujourd'hui, le but, c'est de conseiller les primo-acquérants, si je peux dire ça. Ben, du coup, ça, il faut y faire attention. Deuxième chose, un mécanisme duquel je n'ai pas parlé aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui, on peut aussi encore faire un crédit pour les 10% pour les frais de notaire au nom des parents. Ouais. De nouveau, donc ça peut éviter de mettre un bien en garantie. Ça, c'est chouette aussi. Et tu peux dire chez le notaire, par exemple, écoute, papa, maman, fais le crédit pour moi.
Ça n'apparaît pas du coup dans je veux dire, les critères de la personne qui achète, mais on peut aller chez le notaire et dire écoute, voilà, je te fais une reconnaissance de dette, donc tracasse pas, papa, maman, je vais vous payer, il n'y a pas de souci, et ça permet de financer encore les frais de notaire. Parce que pour le banquier, tu as les frais de notaire. Quoi. Bien sûr, exactement. Incroyable, j'aime beaucoup. D'autres conseils concrets, là on est bon alors, là. J'en ai un, vraiment, je tiens à le partager. Ne pensez pas nécessairement acheter votre habitation. Il vaut mieux parfois la louer parce que tu pourras avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Jamais la villa à 4 façades à l'achat, à la location, c'est faisable. Et d'acheter des biens d'investissement, peut-être 2 petits studios chacun, séparément, parce que hélas, les couples se séparent, et de commencer à constituer un patrimoine dans ce sens-là. Donc il faut peut-être sortir du cadre de la maison idéale comme papa et maman faisaient. Le dernier mot pour toi, David. Alors je ne parlerai pas de conseils peut-être, mais peut-être d'erreurs que tu as pu commettre ou de choses que tu as apprises. Mais juste, j'en avais un un petit conseil, c'est qu'il faut de toute façon oser se lancer. J'ai beaucoup d'amis qui ont du mal à l'idée. Et je pense qu'en se renseignant, en mettant le nez dedans, on se rend compte que c'est possible, en fait, c'est faisable, mais il faut peut-être parfois revoir ce qu'on veut. Quoi. Mais voilà. Non, j'allais dire un peu comme Johnny, il a du mal à l'idée. On va rester sur cette blague incroyable de Anthony Urbain que vous pourrez retrouver au Comedy Club samedi prochain dès 19h pour un show incroyable avec un striptease à la fin et ce corps d'athlète. Vous pourrez enfin l'admirer. Merci David de t'être prêté au jeu de cette émission. Merci Evelyne encore une fois. Merci Anthony. Plein d'émissions, plein d'épisodes à retrouver évidemment sur notre chaîne YouTube, sur toutes les plateformes de podcast aussi, puisqu'on peut nous écouter dans la voiture le matin tranquille en allant au boulot ou pourquoi pas dans sa baignoire, chill, un petit moment de détente avec nos jolies et douces voix. Pourquoi pas aussi une belle expérience d'écoute du rendez-vous des proprios. Plein de contenu aussi sur Instagram, le rendez-vous des proprios. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode et on remercie évidemment nos partenaires qui sont Eloya et PNV. Merci beaucoup. À très bientôt les amis. Quel bon délai.